Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Effectivement, aujourd'hui je passe outre une de mes règles. Je ne voulais pas traiter d'histoire égyptienne. Non pas parce que l'histoire égyptienne n'est pas intéressante, elle l'est totalement, mais parce que l'Égypte, c'est un peu comme les Templiers. Ça cristallise toutes les folies et toutes les théories les plus stupides qu'on puisse imaginer. Donc normalement, je ne comptais pas faire l'Égypte. Et puis, je suis retombé sur l'histoire d'Akhenaton, qui est quand même un pharaon très intéressant, et je me suis dit du coup qu'il fallait que je vous en parle. Nous allons donc traiter ceci un peu différemment. Dans la première partie de la vidéo, je vais juste vous donner des faits, on va rester hyper factuel. Et puis dans la seconde partie, je vais vous donner mon interprétation de l'histoire. J'ai bien dit mon interprétation de l'histoire, je ne prétends pas connaître la vérité. Ça se passait il y a plus de 3000 ans, donc je ne prétends aucunement connaître la vérité absolue. Mais je vais vous donner mes conclusions et ma version de l'histoire, vous donner les arguments qui m'ont amené à cette conclusion, et ensuite vous pourrez tirer vos propres conclusions. Akhenaton est né aux alentours de -1368. À quelques années près, à cette époque-là, il est difficile de savoir exactement, mais on n'est pas loin. Il est le fils d'Amenophis III et de la reine Tiye. Tous deux sont des personnages respectés de leur époque, et déjà, Amenophis III a entamé une séparation entre les pharaons et le clergé. Une séparation très timide, mais une séparation quand même. Il faut savoir qu'à cette époque, le pharaon n'est absolument pas tout puissant. C'est-à-dire que le pharaon est vénéré, mais que les clergés sont riches, puissants. Il paraît même que le clergé du dieu des dieux, l'équivalent de Zeus, qui est Amon, est plus puissant et plus influent que le pharaon lui-même, et le pharaon n'a pas de contact avec le peuple. Seul le clergé a un contact avec le peuple. Donc, il y a une vraie puissance à côté du pharaon avec laquelle il est obligé de composer. Comme je vous l'ai dit, le père des dieux en Égypte est Amon. D'ailleurs, Amenophis, qui est le nom du pharaon, veut dire Amon est satisfait. Et si on regarde, par exemple, les temples de l'époque, on voit bien que les plus imposants et les plus prestigieux sont ceux d'Amon. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'Amon est le chef des dieux, entre guillemets, et que le clergé d'Amon est le clergé le plus puissant. Quand Akhenaton est couronné après son père, après une courte régence de la reine Tiye, il est couronné en tant qu'Amenophis IV. Et au début de son règne, tout se passe bien. Mais à partir de la 5e année de son règne à peu près, il commence à se brouiller avec le clergé, et ça en arrive à un point où les prêtres ne sont plus les bienvenus à la cour du roi, enfin, dans ses alentours proches, ce qui est une première en Égypte. Et puis, Amenophis IV se dit « Pourquoi en rester là, puisque j'ai un problème avec les prêtres, réglons-le ». Il décide qu'il n'existe plus qu'un seul dieu, Aton, le disque solaire, qu'il est le père et la mère de toutes choses, et que tous les autres dieux égyptiens ne sont en fait que des facettes d'Aton à qui on a donné d'autres noms. Mais Aton est toute chose, et c'est le seul dieu qui existe. Pas besoin de vous dire que le monothéisme à l'époque, c'est pas encore vraiment à la mode, et que ça passe difficilement auprès du clergé. C'est d'ailleurs la première trace de monothéisme officielle dans le monde. Ensuite, pour régler clairement le problème du clergé, il décide qu'il ne peut y avoir qu'un seul prêtre d'Aton,
et c'est lui, parce que c'est lui le fils d'Aton, c'est lui le seul qui en est digne. Donc, terminer le clergé, c'est lui. Akhénaton a aussi eu le privilège d'être marié à Néfertiti, qui était, d'après ce qu'on dit, l'une des plus belles femmes de l'Antiquité. Néfertiti lui donnera 6 enfants, qui sont 6 filles malheureusement, donc pas de successeurs. Mais les choses changent et les représentations changent avec Néfertiti. En effet, le pharaon n'avait pas qu'une femme. Il avait de très nombreuses concubines, mais sur la plupart des représentations d'Akhénaton, on voit Néfertiti à ses côtés. Elle est ultra présente, beaucoup plus que dans les représentations des précédents pharaons. Présente jusqu'à apparaître sur ses représentations guerrières lorsqu'il dirige une armée, ce qui n'était jamais arrivé avant. C'est un indice qui fait dire à certains que peut-être Akhénaton était déjà très parti dans son trip ésotérique divin, et qu'en fait c'était Néfertiti qui gérait les affaires courantes du royaume, parce qu'il faut savoir qu'elle vient d'une famille de politiciens. Son père était un officiel important, et qu'elle avait toutes les compétences pour ça. Dans sa volonté de changement, le pharaon ne s'arrête pas là, il décide de changer de capitale. Donc il choisit un endroit en plein désert, où il va faire construire une pseudo-ville dédiée au dieu Aton. Quand je dis pseudo-ville, c'est parce que ça ne va pas être un endroit d'habitation. Il va y avoir le grand temple d'Aton, il va y avoir quelques palais d'habitation, des pavillons pour les concubines, il va y avoir une nécropole, ça n'est pas une ville où tous les badauds vont pouvoir habiter. Le temple d'Amarna est très différent des temples égyptiens classiques. Pour des raisons architecturales, les temples égyptiens en général sont assez sombres, remplis de colonnes pour soutenir le toit. Là, on est sur le temple du dieu Soleil. Donc il est normal que le dieu puisse entrer dans son temple. Du coup, on enlève le toit. Il n'y a pas de toit sur le temple d'Aton à Amarna. C'est une enfilade de salles avec beaucoup de tables d'offrandes. Et puis, comme je vous l'ai dit, autour, il y a palais et résidence pour les concubines, plus une nécropole. Ça, c'est ce que c'était avant. Et voilà ce qu'il en reste maintenant. Parce que, eh bien, dans une Égypte qui, après Akhénaton, repassera à la domination du clergé d'Amon, il n'était pas bien vu de laisser un tel monument en bon état. Et puis il continue sa petite révolution et va simplifier à l'extrême la langue égyptienne. Alors, est-ce pour faciliter les échanges pour le peuple? Est-ce pour faciliter l'accès à la culture? Ou est-ce pour pouvoir se rapprocher du peuple, pour avoir l'air plus ouvert, plus abordable? Telle est la question. Toujours est-il que c'est une réforme qu'il va entreprendre et qu'il va mener à bien, et que la langue égyptienne de l'époque sera grandement simplifiée. On continue encore dans les changements et on arrive à l'art. Certains, bien sûr, pensent que l'art n'est qu'un indicateur très secondaire. Mais l'art, et notamment la représentation des êtres humains, est très important pour découvrir la façon dont la société d'une époque se voit elle-même. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer l'art dans une société parce que c'est un marqueur social très important. Akhénaton demande carrément à 2 artistes, Beck et Thouthémosis, de redéfinir les canons esthétiques de l'art égyptien. Jusqu'à présent, tout était très structuré, le buste était en V, on faisait tout de profil, etc., etc. Et
là, on va redéfinir entièrement l'art égyptien. D'ailleurs, Akhenaton pousse les artistes à découvrir une nouvelle liberté créatrice. C'est-à-dire qu'on va trouver des humains avec des grandes têtes, des grands crânes. Bien entendu, tout le monde va partir sur le délire de c'était des extraterrestres, ils avaient une maladie génétique, tout ça. On a même d'ailleurs, ils sont allés quand même jusqu'à faire des tests sur la momie de Toutankhamon, voir si c'était une maladie génétique. Non, ça n'est pas une maladie génétique, c'est juste de l'art pour ceux qui manquent d'imagination. Donc, voilà, l'art est totalement libéré. Chacun peut donner sa vision des choses. Et d'ailleurs, chez Thoutméosis, on va retrouver plusieurs bustes d'Akhenaton différents. En fait, il y a fort à supposer qu'il a fait des propositions à son pharaon. Il y en a avec le menton très long, il y en a avec un menton court, il y en a avec le crâne plus allongé, moins allongé. Il a fait des tests pour voir ce qui plairait le plus au pharaon, et il a dû lui proposer, et le pharaon a dû choisir. Donc on est vraiment sur une redéfinition purement artistique, purement intellectuelle des canons de beauté. Autre petit point qui a fait couler beaucoup d'encre et fait dire beaucoup d'âneries aux gens qui veulent trouver du sensationnel partout, il y a une statue d'Akhenaton où on le voit représenté avec un corps totalement féminin, des hanches larges, un buste frêle, les lèvres plutôt charnues. Du coup, encore une fois, plein de spéculations. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était un dérangement hormonal, une maladie? Est-ce que, avec ce qui se passe en ce moment, je suis même étonné qu'on n'ait pas supputé que ce soit le premier transsexuel de l'histoire. Le fait est que, tout simplement, si on réfléchit 2 secondes, on trouve une réponse assez simple à ça. Aton est décrit dans tous les textes comme celui qui engendre toute vie. Et comme les humains n'ont pas autant d'imagination qu'ils le pensent, l'humanité continue à rester dans le basique binaire. Pour créer la vie, il faut un masculin, un féminin. Donc, dans les hymnes, il est appelé à la fois le père et la mère de tous les êtres vivants. Donc, Akhenaton étant l'émissaire, étant presque un demi-dieu, eh bien, on le représente avec des traits à la fois masculins et féminins, comme son dieu, comme l'essence de son dieu, afin qu'il soit, à lui seul, le père et la mère de tous les êtres vivants. Rien de compliqué là-dedans au niveau de l'imagerie, et pourtant, beaucoup de gens n'ont pas été capables de comprendre quelque chose d'aussi simple. Le temps passant, le pharaon, sa femme et ses filles sont de plus en plus reclus à Amarna. On dit d'ailleurs qu'ils ont commencé à délaisser la charge de l'État. On retrouve des tablettes qui attestent du fait que, à cette époque, eh bien, l'Empire égyptien n'est pas du tout serein. Il y a, depuis toujours, c'est un ennemi naturel, mais à ce moment-là, il y a de vraies tensions avec les Hittites qui se trouvent en Syrie, et de nombreux rapports montrent que la plupart des villes frontières avec des pays hostiles, aujourd'hui, ne se cachent plus de faire du commerce régulier avec les ennemis du royaume d'Égypte. Ce qui veut dire que l'Égypte ne fait plus si peur que ça. Ce qui prouve bien que le pouvoir est en train de se déliter et que l'Empire est aux prises à un laisser-aller, au moins. Et ça va tellement mal qu'à la 12e année de son règne,
Tiyi, sa mère, rejoint le pharaon à Amarna pour lui donner un coup de main parce que ça commence vraiment à partir en sucette. Et là, chose étrange, à partir de ce moment, Néfertiti disparaît totalement du tableau. On ne la revoit plus, elle n'est plus citée, elle n'est plus représentée, elle disparaît instantanément et sans aucune explication. Il n'y a aucune allusion à une dispute, à quoi que ce soit. Elle disparaît d'un seul coup. Et apparaît à ce moment-là un co-souverain qui s'appelle Ankhéperora et qui va diriger l'Égypte avec Akhenaton. Et puis Akhenaton meurt, Ankhéperora prend la relève, puis il va laisser la place à Nebkhéperura, que nous connaissons plus sous le nom de Toutankhamon. Toutankhamon qui va d'ailleurs abandonner la ville d'Amarna, abandonner le culte d'Aton et revenir aux anciennes traditions. Comme je vous l'ai dit, Toutankhamon n'est pas le fils de Néfertiti, puisqu'il n'a eu que des filles. Toutankhamon est le fils d'une concubine et d'Akhenaton. Voilà en gros ce qu'il y a à retenir de façon factuelle d'Akhenaton. Il est le premier à avoir créé une nation monothéiste. Il est le premier pharaon à avoir rejeté le clergé, il est le premier pharaon à avoir donné autant d'importance à son épouse, et il est le premier pharaon à avoir tenté de s'humaniser, en se montrant sur les gravures et les peintures en père de famille, en époux, en ayant des hymnes à l'amour qu'il portait à sa femme, etc. Donc, cet homme qui a réformé tout le pays jusqu'à la langue et la culture et l'art est vraiment un pharaon totalement à part dans l'histoire de l'Égypte. Maintenant qu'on a les faits, si vous voulez bien, on va aller dans la partie où on interprète les faits. Nous devons de parler du plus grand mystère du règne d'Akhenaton, la disparition de Néfertiti. On fait simple, personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé à Néfertiti, à part les gens de l'époque, mais aujourd'hui, personne ne le sait avec certitude. En revanche, on peut essayer de déduire un scénario à partir des indices qu'on peut avoir. Donc là, ce que je vais vous donner, ça n'est que mon avis. Je ne vous énonce pas ça comme une vérité. Je vais vous donner les indices qui m'ont guidé vers cette conclusion et ma conclusion. Donc, nous avons quand même quelques historiens qui rapportent que Akhenaton était un peu parti dans son trip mystique et qu'au final, c'était Néfertiti qui réglait les problèmes au jour le jour. Nous sommes à un moment où Tiyi, ancienne reine et mère d'Akhenaton, vient voir son fils parce que le royaume part en sucette complètement, puisque le royaume d'Égypte à cette époque est bien plus en danger que le laissent supposer les écrits entre guillemets de l'époque. C'est un royaume fragilisé, donc Tiyi s'en mêle, Tiyi qui est une femme politique respectée de son époque, qui déjà, dans son temps, devait s'occuper de certaines choses auprès de son mari.
Donc Tilly se pointe, et on ne peut pas imaginer qu'une femme comme Tilly ne savait pas que Néfertiti gérait déjà une partie des affaires du pays. Donc, certains ont dit que c'est Tilly qui a ramené un des frères d'Akhénaton qui est devenu Enképerura, le co-souverain. Certains pensent peut-être que ce serait le nouveau copain de Tilly qui aurait été mis sur le trône. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne peut pas le savoir avec exactitude. Moi, je pense que tout simplement, Enképerura, c'est Néfertiti. Néfertiti disparaît trop instantanément pour que ce soit un hasard. Du jour au lendemain, elle passe de la femme qu'on voit tout le temps avec le pharaon sur toutes ses représentations à plus là du tout. Sans la moindre trace de dispute, de bannissement ou de quoi que ce soit, ou d'exécution, ou d'assassinat, mais de quelque chose. Là, rien. En plus, elle disparaît pile au moment où apparaît Enképerura. Donc, ça fait des coïncidences. Mais au-delà de ça, Enképerura est un roi qui est accepté par Akhénaton. Donc il y a quand même... on peut penser qu'il n'accepte pas n'importe qui pour gérer son pays. Le type est pharaon quand même. Et en plus, un roi qui est tout de suite opérationnel dans les affaires de l'État. C'est-à-dire qu'il arrive et hop, il se met à gérer l'État dans la capitale d'Amarna. Même après la mort d'Akhénaton, il va continuer à pousser dans le sens de la religion monothéiste d'Aton, et dans le sens de on reste à la capitale Amarna, etc. Donc, si ce n'est pas un proche d'Akhénaton, pourquoi continuer à œuvrer dans le même sens et à perpétuer, j'ai envie de dire, son héritage? Ça n'a aucun sens. Pour toutes ces raisons, moi, je pense ouvertement que Néfertiti et Enképerura sont la même personne. Il y a au moins un autre exemple d'un pharaon qui était une femme et qui se faisait représenter sous des traits masculins, allant jusqu'à se faire dessiner une barbe sur certaines représentations, parce que la société de l'époque donnait certains droits aux hommes et pas aux femmes, et une certaine autorité. Donc, qu'Enképerura soit représenté comme un homme, tout à fait normal, c'est-à-dire rien d'exceptionnel, même si c'est une femme. Et comme je vous l'ai dit, voilà, pour toutes ces raisons, je pense, moi, et ça n'est que mon avis, mais au vu des indices, je pense que Enképerura n'est autre que Néfertiti, qui a pris la place qui finalement lui revenait au sein du gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, au sein de la gouvernance de l'Empire d'Égypte. Comme toujours, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, cliquez sur le pouce bleu, et moi je vous dis à très vite.